Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187-Cube Radio. L'histoire qui a fait couler le plus d'encre, je suis sûre que je me trompe pas, depuis des jours et des jours. Le fameux couple qui a été pris en flagrant délit d'infidélité lors d'un spectacle de Coldplay alors qu'ils étaient à la kiss cam, à la caméra. C'est fou, là. Il y a des gens qui ont fait des mimes avec ça. Il y a des gens qui ont fait qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, comment ils auraient dû réagir pour pas susciter comme ça l'attention. Ça fait réagir. Coldplay s'est senti coupable jusqu'à temps que certains démissionnent. Le PDG au fait de l'entreprise a démissionné. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bienvenue à l'émission tout d'abord, comme Bonjour, à tous les Isabelle. lundis. Mais c'est fou l'ampleur que ça a pris, cette histoire-là. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sentent interpellées parce que des relations comme ça amoureuses... Il y en a plein. Illicites ou pas illicites, effectivement, il y en a dans de nombreuses entreprises. Puis souvent, on se pose la question, on a-tu le droit? Puis qu'est-ce qui est encadré, puis qu'est-ce qui est correct, puis qui n'est pas correct de faire? Parce que là, dans le cas du PDG de l'entreprise Astronomer, il a démissionné littéralement. Ça va pas un peu trop loin? Oui, il y a des choses qu'il aurait pu faire avant. C'est chouette de mettre la caméra, littéralement, sur lui. Des fois, on se pose la question, par exemple, elle avait-elle le droit d'être en amour avec son patron? Hein? Ouais. Parce que du coup, quand il y a deux personnes qui tombent en amour ensemble... Donc, s'ils avaient été du même niveau hiérarchique, on s'en parlerait pas aujourd'hui. D'un point de vue RH, d'un point de vue monde du travail, il n'y aurait pas de souci avec ça. L'enjeu dans ce couple-là, c'est qu'il y en avait un qui était le patron de l'autre. Et là, ça cause des soucis. Mais ça, c'est-tu problématique? Parce qu'il y en a dans les entreprises des employés qui sortent avec leur patron. Exactement. Donc, du point de vue de l'employé qui sort avec son patron, il n'y a pas de problématique. Dans le sens où la personne, les lois ne vont pas empêcher un cœur d'aimer au travail. Mais là où il y a des enjeux, c'est quand le patron tombe en amour avec son employé. Là, il y a une législation qui va s'appliquer. Parce que on va se comprendre, tu peux pas être le patron et dire « Hey, chérie, il me semble que ce serait le fun de se mettre une piscine creusée dans la cour cet été. T'es d'accord avec ça? Je vais te verser un petit bonus, là, on va régler ça de même, ça va être fait. » Mais je pense mais je pense qu'il y en a quand même qui sont capables de faire une ligne entre les deux. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables, il y en a qui sont capables, puis il y en a qui sont pas capables, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. C'est que si quelqu'un se retrouve dans cette situation, il faut d'abord donc le patron qui est en amour avec son employé, il faut le nommer, puis il faut aussi trouver des processus alternatifs, c'est-à-dire que l'évaluation de la performance de l'employé, là, nous, c'était l'amoureuse, là, mais la performance de l'employé, sa rémunération, ça va être géré par une tierce personne parce que, justement, on ne peut plus avoir d'objectivité. Donc, il y a des mesures à prendre, il y a des choses à faire pour que ça fonctionne. Et du côté de l'employé, là, la dame, d'abord, ça s'est passé à Boston, là, mais assumons que ça se serait passé au Québec. Elle n'y avait pas vraiment de souci parce que, elle a le droit d'être avec son patron, mais si ça avait été, par exemple, le président du syndicat qui avait été son conjoint, là, il aurait pu avoir des soucis parce que ça vient inférer sur la crédibilité de son poste. Fait que, puis ça, des fois, ça arrive, c'est des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais il y a aussi l'histoire qui a pris une ampleur démesurée, dans le sens où on comprend qu'il y a eu infidélité, mais quand même, après, je pense que ce couple-là, ce duo-là, il y en a qui ont des enfants, ils ont une vie. Ça a pris des proportions démesurées parce que ça s'est ramassé sur les réseaux sociaux. Au fait, je pense que s'ils avaient fait comme si de rien n'était, ça n'aurait pas eu cette ampleur-là. C'est comme si c'est devenu complètement démesuré, tellement que une émission à Montréal en parle aujourd'hui, puis il y en aura des émissions sans doute qui en parleront aujourd'hui, mais c'est fou, là. Ça fait des semaines, des jours qu'on en parle de cette histoire-là. Il me semble que ça va loin. Ça va loin, hein? Oui, effectivement. D'un côté du monde du travail, c'est le genre de situation qu'on voit, là. C'est pas... c'est des situations de crise que les entreprises apprennent à naviguer, là. Mais oui, effectivement, ça donne beaucoup de visibilité. Mais ça, j'imagine que ça arrive souvent quand même, des relations de travail, parce que souvent, tu partages des intérêts communs. Si tu te retrouves dans cette entreprise-là, que ce soit patron, collègue ou peu importe, des relations amoureuses au travail, ça doit arriver plus souvent qu'on pense, là. Oui, Isabelle, je voyais des statistiques sur ça il y a quelques temps. Puis là, j'y vais de mémoire, c'est pas parfait, mais c'était près de 80 des gens qui disaient qu'ils avaient déjà eu une relation avec quelqu'un au travail. Maintenant, ils ne sont pas toujours employés patrons, là. Parfois, c'est des grandes entreprises, Hydro-Québec, là. Il peut y avoir des gens qui travaillent dans la même entreprise. Mais un monteur de ligne, puis une secrétaire, c'est pas... Ben oui. Ils se verront jamais, là. Donc, il y a tout ça qui cohabite, mais il y en a beaucoup. Même moi, j'étais surprise à l'heure des réseaux sociaux où on se dit...
Ben voyons donc, il me semblait que c'est sur les applications que les gens se rencontraient, c'est pas au travail. Mais encore aujourd'hui, ça constitue une des principales places pour développer des relations amoureuses. Je suis pas surprise parce que tu as des intérêts communs, les applications de rencontres. On en a parlé dans cette émission, mais ça crée des fois une espèce de distance. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les applications non plus. Bref, je suis pas surprise, mais je pense à ces gens-là, aujourd'hui encore, ne doivent pas se sentir très à l'aise. Même cette dame là, qui doit demeurer dans l'entreprise, imagine les regards des collègues. C'est pas évident. Oui. Est-ce que je te rajoute une dernière petite chose sur ça? Vas-y. Des fois, dans les équipes de travail, comme par exemple, tu parles de la dame, elle a des collègues immédiats. Là. Elle était directrice ressources humaines, mais il y a un directeur de la comptabilité, des finances, un ingénieur, nanana. Fait que ces gens-là autour, est-ce qu'on doit être divulgué ou pas quand on a une relation amoureuse entre collègues de même niveau hiérarchique, mais dans une équipe de travail qui est plus vaste? La réponse est on n'est pas obligé nécessairement de le nommer. Mais le gros bon sens fait qu'on va recommander aux amoureux, aux tourtereaux, de le dire parce que les équipiers finissent par s'en rendre compte. Ça paraît. Ben oui, on n'est pas sot. Tu as toujours le même lunch au dehors du dîner le restant de la veille, puis tu vas faire quoi en vacances cet été? Les regards, puis même quand c'est une fréquentation non officielle, et ça paraît. Les gens finissent par s'en rendre compte. Et c'est ça, moi, c'est ça que j'observe sur le terrain. Fait que des fois, il vaut mieux faire preuve de transparence. Il y a quelqu'un, Robert, qui dit « Don't F with the payroll ». Ça, on l'entend beaucoup, mais c'est comme si cette règle-là, pour certains, est difficile. Annie, OK, je comprends pas. Si une employée a une relation non divulguée avec son patron, il y a un problème. Le patron gère les performances d'augmentation, c'est pas acceptable. Ça, c'est la réponse que j'ai au 187 Cube Radio. Oui, c'est ça. Donc, démystifions les choses, là, parce que c'est un peu compliqué. L'employé qui est en amour avec son patron, la personne elle-même, elle n'a pas nécessairement un souci, à moins que ça vienne avoir une incidence sur son travail. Mais le patron, c'est là que ça se passe. C'est le patron qui ne devrait pas avoir une relation avec son employé ou, si c'est le cas, il faut le divulguer parce qu'il faut prendre des moyens autour de ça. Merci, Annie. Merci pour votre commentaire aussi, puis c'est ce qu'on veut spécifier. Maintenant, un sujet numéro 2, parce qu'on a vraiment notre boîte à outils. Même si on est en mode vacances de la construction, le travail continue. Les fameux textos, les fameux courriels, les Teams, les Messenger, les Facebook, les Instagram, on est inondés. Même pendant la période estivale, on dit qu'en moyenne, c'est 117 courriels qu'on reçoit. Total, là, c'est 275 fois par jour qu'on est arrêté pour toutes sortes de notifications. Florence Lamoureux à la recherche est avec nous. Florence, toi, c'est quelque chose aussi qui peut t'envahir, là, la recherche dans ton métier, entre autres, puis dans d'autres métiers. Des courriels, là, ça n'arrête plus et c'est 7 jours sur 7. Vraiment, on dirait que c'est difficile de mettre ses propres limites puis un peu de contrer la pression de performance qu'on a. Tu sais, je vous donne un exemple. Hier soir, je me suis dit, je vais lire un peu un livre avant d'aller dormir. Puis là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui était sur Facebook. Là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de messages non lus, quelque chose que je m'étais dit que j'allais faire vendredi dernier. Je l'ai pas fait. Puis, j'étais pas capable de me concentrer dans mon livre tant que j'avais pas enlevé toutes les petites bulles bleues sur mon téléphone Facebook où je me sentais complètement accomplie. Puis, je me disais, OK, là, je vais avoir le droit d'aller lire mon livre. Mais finalement, j'ai fait le tri, j'ai répondu à tout le monde. Puis, j'étais bien trop fatiguée pour lire mon livre. Je l'ai pas lu pantoute. Moi, je regarde ma boîte courriel des messages non lus. J'en ai 859 en ce moment. 859 non lus. J'en ai 9 sur Instagram, 2 sur Facebook. Moi, je me soucie plus vraiment des bulles. Mais j'avoue que quand on répond à un courriel, puis c'est ça qui est fou, je trouve, c'est que ça nous prend jusqu'à 23 minutes avant de se reconcentrer sur notre tâche. Mais ça, c'est une perte de temps épouvantable, Annie. Oui. Puis des fois, on se demande, mais voyons, tu sais, comment 23 minutes, c'est long un peu, là. Voici ce qui va se passer. C'est que d'abord, cette statistique-là, elle est vraie. OK? Et voici ce qui va se passer, c'est que quand on est déconcentré, on ne va pas nécessairement retourner directement dans la tâche complexe que nous étions en train de faire. Souvent, notre esprit va continuer de balbutiner. Fait que là, on vient de prendre les messages Facebook, comme tu dis, Florence, mais après, on va peut-être aller voir nos courriels, on va aller voir nos textos, avant de rentrer dans ce qui nous occupait. Fait que ça, c'est une des raisons pour laquelle ça nous retarde. Ensuite, il y a un délai qui va s'opérer entre le moment où on va recommencer cette tâche complexe, disons que nous lisions un livre, disons que ça avait été pour le travail, et le moment où on va reprendre la même cadence de travail que nous avions avant. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver où nous étions dans la lecture, reprendre notre courant de pensée, reprendre notre vitesse d'aller. Et c'est tout ça ensemble qui explique pourquoi à chacune de ces interruptions, on prend autant de temps et d'énergie. Ça peut jouer, moi, je pense, sur la charge mentale. Florence, toi, tu t'es penchée aussi là-dessus. On est toujours connecté, l'espèce de charge mentale sans qu'on s'en rende vraiment compte, finalement. Oui, moi, il y a un truc que je fais, c'est que je me mets toujours en ne pas déranger. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pourquoi tu fais ça? À chaque fois que je t'appelle, tu réponds pas. Mais je me dis, c'est le seul moyen que je réussis à pouvoir, le plus que je peux, continuer à faire mes tâches. C'est un petit truc que je fais, même si ça en choque souvent plusieurs. Puis hier, en faisant mes recherches sur le sujet, je suis tombée sur un projet de loi qui avait été un peu mis sur la table en 2022
par Québec solidaire après la pandémie sur le fameux droit à la déconnexion. Eux, en fait, ce fameux projet de loi-là voulait obliger les employeurs à établir une politique de déconnexion pour leurs employés afin de garantir leur droit de se déconnecter du travail en dehors des heures normales. Puis ça, on le fait ailleurs. On le fait en Europe, en Ontario. Il y a plusieurs pays comme la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal qui ont vraiment amené un cadre législatif pour permettre, obliger les entreprises de vraiment se créer des bases. Puis j'en ai parlé avec Manon Poirier, qui est directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Puis elle me dit, c'est ça qu'elle avait entendu parler de ce projet de loi-là il y a quelques années, mais que ça serait un petit peu difficile de légiférer à ce sujet-là. Bien, c'est peut-être pas nécessaire de légiférer sur le droit à la déconnexion. Puis, si jamais le gouvernement voulait légiférer, bien, le plus loin qu'il pourrait aller, c'est d'inviter ou d'obliger les organisations à avoir une politique, parce qu'il n'y a aucune loi qui pourrait venir pour tout le monde encadrer qu'est-ce que ça a de l'air, le droit à la déconnexion. Ça serait plus un énoncé de principe, parce que comment ça se vit après d'une organisation à l'autre, selon la réalité organisationnelle, le type d'emploi, ça serait à peu près impossible. Je pense que ce qu'on aimait toutefois, c'est que ça amenait le débat sur la place publique. Bien, c'est sûr que la déconnexion, là, on dirait que c'est propre à chacun aussi. C'est pas tout le monde qui a le même seuil de tolérance, j'ai l'impression. Êtes-vous capable de décrocher 187 Cube Radio, 1877-827-2346? Annie, c'est vrai que c'est dur de légiférer ça? Oui, moi, je suis d'accord avec Manon Poirier. Je ne crois pas qu'on a besoin au Québec d'une législation pour encadrer. D'abord, on a déjà toute une législation qui vient intervenir si jamais il y a des abus de la part de l'employeur. En Ontario, c'est vrai, hein, il y a cette législation en 2021 qui fait que maintenant, en Ontario, toutes les entreprises de 100 employés et plus se doivent de se donner un guide où les entreprises, les patrons, les employés, les représentants des employés s'assoient ensemble et définissent comment on va gérer ça, nous, les urgences, et comment on va gérer la déconnexion. Ceci étant dit, moi, je supporte ce que disait Manon tantôt. Je pense que les entreprises sont capables d'avoir cette discussion-là à l'interne. On n'a pas besoin d'une législation pour le faire. Nombreuses sont les entreprises québécoises qui se sont depuis dotées d'une politique interne puis qui encadre ça. Moi, je me demande des fois si on n'est pas la partie du problème. Tu sais, souvent, on va reprocher à nos boss bien des affaires ou à nos représentants syndicaux bien des affaires. Mais comme employé, des fois, quand on veut performer puis on veut être bon, puis des fois, on veut s'acheter, on dirait, du temps, c'est comme si on crée la bête, des fois, de nourrir, d'être toujours disponible. Ouais, on se valorise beaucoup à travers ça, le fait qu'on répond vite. Puis, c'est comme si des fois, on répond à ça parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut s'enlever du stress le matin, on va répondre le samedi parce que notre lundi va être moins pire. C'est comme si on nourrit un peu nous-mêmes la bête. Oui, il y a beaucoup d'autogestion par rapport à ça, tant par rapport à nos applications puis les ajustements qu'on met sur notre téléphone pour ne pas recevoir toutes les notices qu'on reçoit. Il y a aussi, donc, il y a de l'autogestion. Il y a toute la notion de notre santé numérique, que ce soit pour les courriels professionnels, mais ça pourrait être ceux personnels également, toutes les habitudes qu'on se donne. Déjà là, ça, c'est une très grande porte qu'on ouvre quand on parle de ça. Puis l'autre élément, tu sais, c'est cette notion de, tu sais, Florence, tu dis, on veut répondre rapidement, on veut démontrer qu'on est là. Mais il y a un moment où on crée ici une habitude, voire même une culture où on veut toujours être occupé, puis on veut toujours être rapide, mais on perd de vue que ce qu'on devrait vouloir, ce qui est le plus profitable pour nous, c'est d'être efficace. Ouais. Et des fois, il y a une nuance entre être occupé et être efficace. Là, message d'intérêt général. Là. Si tu m'envoies un courriel puis que c'est pas urgent, dis-moi pas que tu m'as envoyé un courriel par texto. Là. Quelqu'un qui m'envoie un courriel puis qui me texte pour me dire qu'il m'a envoyé un courriel, ça m'énerve. Je vous le dis, arrêtez. Là. Tu m'as envoyé un courriel, c'est pas urgent, je vais le voir dans la journée. Texte-moi pas pour me dire que tu m'as envoyé un... Ça me gosse. Salutations à François qui dit, bon, là, mettez pas le gouvernement là-dedans. Il faut être capable de mettre ses limites. Je suis d'accord qu'il y a déjà assez de réglementation, là, une règle de plus. Je refuse de relier ma boîte courriel de travail sur mon téléphone. Comme ça, quand ma journée est terminée, elle est terminée pour vrai. Je ne reçois pas mes courriels de job. Karine, c'est un bon point. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ça dépend de notre domaine, mais c'est vrai que quand on peut le faire, Karine, c'est un bon point, ça aussi. C'est un bon point. Puis il y a les réglages aussi qui peuvent permettre de le faire en partie, en totalité, à certaines heures. Il y a tout ça qu'on peut mettre. J'ai adopté le JOMO, le Joy of Missing Out, moi, en 2025. J'en avais pas entendu parler, ça, j'adore. J'ai jamais autant décroché. 1 heure de temps d'écran par jour, that's it. C'est Julie. Ça, c'est l'inverse du FOMO. Ouais, ça fait référence à notre santé numérique dont on parlait tantôt, qui est toutes nos habitudes en lien avec les écrans. C'est beaucoup un appel à prendre conscience, un peu comme on parle de notre santé physique ou notre santé mentale, c'est de prendre conscience de nos habitudes de consommation d'écran. Il faut quand même être logique. Les logarithmes qui sont derrière nos applications sont créés et sont extrêmement performants pour attirer et garder notre attention. Donc, nous, il faut être très fin finaux pour réussir à contrecarrer tout
toute la recherche que derrière Oui, ces ça, c'est le fait applications. manipulé par les algorithmes, particulièrement Instagram. Mais ça, c'est vrai. Puis j'ai l'impression que quand on passe la journée à travailler sur un écran, notre cerveau est comme constamment habitué à avoir constamment des notifications. Des fois, le soir, par exemple, je reprends l'exemple de mon livre, je lis mon livre, puis à un moment donné, j'ai mon téléphone à côté de moi, puis je m'en vais juste faire le petit mouvement là, quand on essaie de scroller sur Internet, puis je me dis, oh mon Dieu, mais est-ce que je suis accro à ce point? Je suis concentrée dans mon livre, puis j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe sur mon téléphone. Fait que bravo à Julie. Moi, je suis pas capable de faire autant pas d'écran dans ma journée. Souvent, les pistes vont vers les 2 mots suivants. Conscience, intention. Quand on le fait, là, tu dis, Florence, ton geste habituel, c'est d'amener de la conscience dans ce qu'on fait, puis de l'intention dans le sens combien de temps je vais vouloir passer devant cet écran-là, par exemple. Donc, si on se dit, puis pourquoi? Merci beaucoup, Annie Boilard. Merci également à Florence Lamoureux. Moi, je me dis, sachez que si on répond pas à nos courriels, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est notre santé numérique. J'aime ça. La prochaine fois que quelqu'un trouve que je réponds pas assez vite, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. On se dit à demain. C'est Marc Boilard qui s'en vient.